Je vais vous faire une première présentation au début de matinée sur la propriété intellectuelle en Europe et en fin de matinée, je vous présenterai la politique d'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pourquoi la propriété intellectuelle dans une démarche de valorisation ? La valorisation, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. Ça veut dire créer de la valeur. À partir de vos résultats, vous pouvez créer de la valeur par de la publication, par de l'enseignement, par de la communication via des colloques. Et puis, vous pouvez créer de la valeur avec une approche un petit peu plus pécuniaire, c'est-à-dire créer des retours financiers. Alors, créer des retours financiers pour votre laboratoire en attirant des industriels dans des contrats de recherche industrielle. Créer des retours financiers pour votre établissement en faisant exploiter les technologies que vous avez développées par un industriel via une licence. Créer de la valeur pour vous-même ou pour un tiers via la création d'entreprises, par exemple. Mais à partir du moment où vous voulez créer de la valeur pécuniaire en nouant un partenariat avec un industriel ou en créant une entreprise ou en faisant du transfert de technologie via le licensing, il faut que vos résultats soient protégés par un titre de propriété intellectuelle. C'est le prérequis avant toute démarche vers le transfert de technologie au sens strict du terme. Donc vous avez différents dispositifs de protection de la propriété intellectuelle. Vous avez tous les dispositifs nationaux. Donc j'ai vu que plus tard dans le séminaire, vous avez une présentation sur brevets et marques françaises. Vous avez les dispositifs de protection de la propriété intellectuelle au niveau de l'Union européenne. Et puis, vous avez les dispositifs internationaux, qui sont plutôt des conventions internationales qui permettent des reconnaissances mutuelles des titres acquis au niveau national ou européen. On va commencer par rappeler les grands principes de la propriété intellectuelle, puis nous évoquerons les titres de propriété intellectuelle au niveau de l'Union européenne. Donc l'origine de la propriété intellectuelle. Le constat qui est fait depuis plusieurs siècles déjà, c'est que l'innovation, c'est une source de richesse pour un pays, mais c'est également une source de pouvoir. Le problème, c'est que les innovations sont des biens immatériels. Ça veut dire quoi ? Quand vous avez un résultat, à partir du moment où vous le publiez, n'importe qui peut le dupliquer sans coût. Donc, elles sont très facilement copiables et appropriables par des tiers. Et à partir du moment où vous avez publié vos résultats sans les protéger, n'importe qui peut les utiliser sans vous rémunérer une quelconque contrepartie. Donc ça incite pas beaucoup à créer en fait. Donc l'idée, le problème des pouvoirs publics, c'est comment inciter à innover à un coût minimal pour la société. Mais la solution, c'est de privatiser le bien immatériel, l'innovation que vous avez générée, en vous reconnaissant un droit de propriété dessus, qui vous permettra de faire payer à chaque tiers qui souhaite utiliser votre innovation un retour financier. Donc un droit de propriété intellectuelle, c'est un droit exclusif qu'on appelle aussi monopole d'exploitation, qui est conféré au créateur sur sa création pour une durée limitée et sur un territoire donné. Le non-respect de ce droit par un tiers peut être sanctionné par le biais d'une action en contrefaçon. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise votre droit sans votre autorisation, vous avez le droit de le poursuivre en justice pour faire cesser l'exploitation illicite et demander des dommages et intérêts. Vous avez deux grandes branches du droit dans la propriété intellectuelle. Vous avez la propriété industrielle. Dans la propriété industrielle, ce qu'on protège, c'est l'utilité économique de la création. Et le titre de propriété industrielle s'acquiert en principe par
le dépôt d'une demande de protection auprès d'un office national. Pour la France, c'est l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est auprès de cet office que vous devez faire votre démarche de protection. Parfois par l'usage pour ce qui est du nom commercial des entreprises ou des enseignes. Et la deuxième grande branche du droit de la propriété intellectuelle, c'est la propriété littéraire artistique. Donc, en fait, là, ce qu'on va protéger, c'est la forme, sans se préoccuper de la valeur intellectuelle ou économique de la création. Et la protection par la propriété littéraire et artistique s'acquiert du seul fait de la création. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez créé, vous êtes protégé sans avoir à faire de démarche quelconque auprès d'un office. Ces protections sont de durée différente et elles se complètent et parfois elles se recouvrent. Par exemple, sur des dessins et modèles, vous pouvez avoir une protection et par le droit des dessins et modèles et par le droit d'auteur. Les différents droits de propriété intellectuelle. Donc en propriété industrielle, vous avez tout ce qui est droit sur les créations techniques, donc les brevets, les certificats d'obtention végétale pour tout ce qui touche au végétal, et les topographies de semi-conducteurs. Vous avez les droits sur les créations ornementales, c'est ce dont je viens de vous parler, sont les dessins et modèles qui sont très utilisés, par exemple, dans l'industrie automobile. Et vous avez les droits sur les signes distinctifs, donc les marques, les dénominations sociales, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine, l'appellation d'origine et les indications de provenance. Et en propriété littéraire artistique, vous avez ce qu'on appelle le droit d'auteur. Vous avez les droits voisins au droit d'auteur, ce sont des droits qui sont nés avec le développement des technologies de la communication, notamment la radiodiffusion, la télévision. Donc, pour protéger les droits des artistes-interprètes, des producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, notamment. Et vous avez le droit des bases de données, qui est un droit assez récent dans la propriété littéraire artistique. L'ensemble de ces droits sont... certains de ces droits sont déclinés au niveau européen, pas tous, vous allez le voir. Donc en droit d'auteur, au niveau de l'Union européenne, vous n'avez pas de texte d'intégration, donc vous n'avez pas de titre supranational. Vous avez des textes d'harmonisation qui permettent d'uniformiser les définitions, et donc qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'une base de données, pour uniformiser un peu les objets qui sont protégés par le droit d'auteur, mais vous ne pouvez pas obtenir un titre de droit d'auteur au niveau européen. Ce sont essentiellement des conventions qui permettent des reconnaissances mutuelles. À partir du moment où votre œuvre est protégée par le droit d'auteur au niveau français, vous bénéficiez d'une protection dans les autres pays de l'Union européenne, mais aux conditions de ces pays-là. Par contre, en propriété industrielle, comme les enjeux économiques sont assez forts, il y a de nombreux textes d'intégration qui ont permis la création de titres supranationaux qui permettent, en une seule démarche, d'obtenir une protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Donc on va les regarder les uns après les autres. D'abord, vous avez ce qu'on appelle le brevet européen. Donc, le brevet européen a été créé par la Convention de Munich de 1973, qui crée, c'est un système de convention internationale. Vous avez 38 États parties, donc la couverture est supérieure au territoire de l'Union européenne, et c'est un titre qui est géré par l'Office européen des brevets. Donc quand vous avez une invention brevetable, vous pouvez, alors déjà, préliminaire, comme vous êtes employé par vos établissements respectifs, la première chose que vous faites, c'est que vous allez déclarer votre invention à votre établissement, puisque dans la mesure où vous êtes employé par ces établissements, ce sont eux qui sont propriétaires des résultats. En principe, il y a quelques cas particuliers où la propriété peut vous revenir, mais je dirais que dans 99% des cas, la propriété revient à votre établissement. Donc vous allez voir votre établissement
Et vous lui déclarez les résultats et c'est lui qui va engager les démarches de protection. Donc si votre établissement, en général, on va pas directement demander un titre au niveau européen. On va déjà demander un titre au niveau français. Donc votre établissement, il va aller voir l'INPI, il va faire une demande de brevet français. Mais vous avez certains établissements qui vont directement demander un titre européen. Ça dépend des stratégies de chaque établissement. Donc, quand votre établissement ou vous, si vous décidez de créer votre entreprise et que votre entreprise veut déposer un brevet, vous pouvez aller à l'Office européen des brevets, déposer votre demande de brevet. L'intérêt, c'est que vous allez faire une seule demande de dépôt. Donc dans au moins une des 3 langues officielles. Alors nous, on a de la chance que le français fait partie des 3 langues officielles de l'Office européen des brevets, donc vous pouvez déposer en français. Vous aurez une seule procédure d'examen. L'OEB va examiner votre demande de brevet et c'est l'OEB qui va délivrer le brevet européen à partir sur la base de critères de brevetabilité unifiés. Et ensuite, dans le brevet européen que va vous délivrer l'OEB va éclater en petits brevets nationaux et vous aurez un brevet national dans chacun des États pour lesquels vous aurez demandé une protection. Vous n'êtes pas obligé de demander une protection dans les 38 États. Vous pouvez demander une protection en Italie, en Espagne. Ça dépend des marchés que vous voulez attaquer. Si vous voulez pas aller en Pologne, vous ne demandez pas une protection pour la Pologne parce que vous allez payer et que derrière vous ne l'exploiterez pas, donc c'est pas forcément intéressant. Donc vous aurez le même effet qu'un brevet national. Si un jour il y a un contentieux, vous devez aller devant chaque juridiction nationale. Et donc vous aurez une décision par État. Et vous avez une protection de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet, sous réserve, bien évidemment, de payer des annuités. Parce qu'on vous donne un droit de propriété intellectuelle, mais c'est sous réserve que on vous donne un monopole d'exploitation. Donc pour la société, ça a un coût, puisque vous êtes le seul à pouvoir utiliser ce monopole. Donc si vous n'en faites rien, ça a un coût pour la société. Donc on vous oblige à payer pour être sûr que vous exploitez bien. Donc plus on va avancer dans le temps, plus vous allez payer cher. Ça, c'est une procédure... c'est un schéma de dépôt sur la base d'un dépôt français prioritaire. Donc en général, vous faites votre dépôt français et vous faites votre demande de brevet européen ensuite, avant T0 plus 12 mois. Donc le problème du brevet européen, c'est que quand même, vous avez fait certes une procédure, mais vous avez autant de titres que d'États dans lesquels vous avez demandé la protection. Et en cas de contentieux, vous avez autant de procédures que d'États dans lesquels il y a une contrefaçon qui a été constatée. Et vous pouvez avoir une juridiction dans un État qui vous dit je dis qu'il y a contrefaçon et je ordonne la cessation de la contrefaçon et j'autorise, je demande à ce que le contrefacteur vous donne une indemnité, et vous pouvez avoir dans un autre État une juridiction qui veut dire moi je suis pas d'accord, il n'y a pas de contrefaçon, donc vous n'avez rien. Donc vous avez des décisions des tribunaux qui peuvent être divergentes alors que c'est le même titre de brevet et que a priori c'est la même contrefaçon. Donc vous avez une multiplication de procédures, donc une multiplication des coûts, et vous avez un risque juridique puisque vous pouvez avoir des décisions de justice qui vont être divergentes. Donc l'idée, ça a été de créer un brevet européen à effet unitaire, c'est-à-dire qu'il produira le même effet dans tous les États membres qui seront visés. Donc là, c'est bien un titre européen qui relève de l'Union européenne, puisqu'il est créé par 2 règlements fondateurs. Et actuellement, on est en cours de ratification de la Convention internationale qui va mettre en place la juridiction unifiée qui rendra une décision de justice pour tous les cas de contrefaçon. Donc vous n'aurez plus qu'une seule procédure contentieuse à faire. Donc
moins de frais d'avocat, moins de frais de justice, etc. Et vous aurez une décision uniforme qui sera valable pour tous les territoires de l'Union européenne. Donc, des économies en perspective. Donc, vous ferez toujours un seul dépôt auprès de l'OEB ou de l'INPI, toujours dans l'une des 3 langues officielles de l'OEB. Donc, vous pouvez y aller en français. Toujours une seule procédure examen et de délivrance. Donc pour les gens pour les entreprises qui n'ont pas la chance de maîtriser la langue française, il y aura un système de traduction automatique et des dispositifs de remboursement des traductions. Et à la fin de la procédure, vous aurez un seul titre de propriété intellectuelle qui vous donnera une protection uniforme dans 25 États membres. Alors pourquoi pas 27 ? Parce que l'Italie et l'Espagne n'ont pas voulu rentrer dans le dispositif. Ils estiment que le fait que les seules langues officielles de l'OEB étant l'anglais, l'allemand et le français est une discrimination. Donc ils ont refusé de rentrer dans le dispositif, donc vous n'aurez une protection que pour 25 États membres, et il faudra continuer à faire des demandes de protection spécifiques pour l'Espagne et l'Italie. Donc ce que je vous disais, c'est que vous n'aurez plus qu'une juridiction compétente, donc une seule procédure contentieuse en cas de contrefaçon, et une protection de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet sous réserve de payer les annuités à l'OEB. Et alors là, ça va toujours être pareil, hein. Ce sera croissant dans le temps. Plus vous allez avancer, plus ça va vous coûter cher. Donc vous avez tout intérêt à exploiter. En principe, le dépôt par voie de brevet européen à effet unitaire coûtera moins cher qu'un dépôt par voie de brevet européen via la Convention de Munich de 1973. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien clair la différence entre brevet européen et brevet européen à effet unitaire? Parce que c'est un peu subtil.